Dans cette vidéo, nous développerons sur un sujet qui est extrêmement vaste, la science des données, connue sous le nom de Data Science en anglais. Pour s'y prendre, nous allons utiliser le langage de programmation Python. Afin d'explorer les données, tout d'abord, il faut savoir que le langage Python est le langage le plus populaire et très riche en librairies. Par contre, nous, dans cette vidéo, nous aurons à toucher à quelques librairies, principalement Pandas afin d'explorer les données, Matplotlib pour tracer les graphiques, NumPy pour les calculs numériques, etc. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres librairies, mais pour nous, avec ces derniers mentionnés, vous allez voir déjà, ça fera affaire jusqu'à analyser les données. C'est quoi la science des données? Justement, c'est en fait le mixage des big data et l'analyse. Les big data, c'est presque ce que nous faisons en ligne. Et vous le savez bien, nous faisons plein de trucs lorsque nous sommes en ligne. Nous faisons des recherches sur des sites web, se connecter sur les réseaux sociaux, faire les achats. En fait, il y en a plusieurs et vous le savez bien. D'où l'expression big data. Alors, suite à cela, nous récoltons plein de données. Ils sont traités et analyser, afin d'en conclure et prendre les décisions. Comme je vous ai dit, c'est un sujet énorme, la science des données, car il faut collecter, traiter, nettoyer et analyser les données afin d'aboutir à une bonne décision, d'où ça demande du sérieux et de la concentration. On se retrouve après ça. Dans la partie suivante de notre vidéo, nous allons voir comment installer JupyterLab et Pandas. JupyterLab est une interface utilisateur web qui nous permet de travailler avec des notebooks, d'écrire du code et aussi de traiter les données. Par contre, Pandas, c'est une librairie très puissante de Python qui permet à ce que vous puissiez explorer les données ainsi que de les analyser. Alors pour ce faire, nous allons commencer tout d'abord par ouvrir notre invite des commandes. Et pour ouvrir notre invite des commandes, ce que nous allons faire, vous allez faire Windows R. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir là. Alors quand la petite fenêtre s'ouvre, vous écrivez CMD, vous faites OK. Votre invite des commandes s'ouvre. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est de créer le dossier là où nous allons travailler en tant qu'explorateur de nos données. Donc, ce que nous allons faire coup de mkdir. Nous allons donner le nom de notre dossier. Dans mon cas, je vais dire science data. Je fais OK. Je vais maintenant entrer dans mon dossier. Je vais faire science data. Là, je suis déjà dans mon dossier. Mon dossier est bien là. Alors, ce que je vais faire dans ce dossier-là, je vais maintenant installer JupyterLab. JupyterLab, pour l'installer, nous allons faire, comme vous le savez, nous allons utiliser la commande de Python qui est pip. Qui nous permet d'installer des packages de Python. En anglais, Python Installer Package, qu'on a abrégé par pip. Alors, nous allons faire pip install JupyterLab. On fait entrer, ça va l'installer. Vous devez être un peu patient, ça prend un peu de temps. Dans mon cas, je l'ai déjà installé. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Et du coup, comme vous pouvez voir ici, on m'a dit requirements already satisfied. Donc, je suis bon avec. Alors, ce que je vais faire, je vais installer également Pandas. Pour installer Pandas, on va faire pip install Pandas. On fait entrer. Ça prend également un peu de temps. Vous devez être patient jusqu'à la fin. Voilà.
Dès que ça termine, ça va vous ramener sur cette ligne. Donc, vous devez être patient à attendre que cette ligne ici puisse s'afficher chez vous. Alors, je viens d'installer JupyterLab, je viens d'installer Pandas. Ce que je vais faire maintenant, c'est de lancer JupyterLab. Pour lancer JupyterLab, nous allons faire juste une petite commande qui est simple. Vous allez faire Jupyter Notebook. Désolé, je comprends pas. Mes doigts sont un peu lourds ce matin. Allez, on va faire entrer. Le serveur sera activé et du coup, ça va nous envoyer sur le navigateur par défaut. Je ne sais pas de votre côté. Dans mon cas, mon navigateur par défaut, c'est Bref. Mais chez vous, ça peut être Chrome, Edge, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je viens de lancer JupyterLab qui est là. JupyterLab est lancé. Nous sommes déjà dans notre dossier que l'on a créé qui était Science Data. Et comme vous le savez, il n'y a rien dans ce dossier-là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer notre notebook là où nous allons écrire du code. Pour ce faire, on se retrouve après ça. Donc, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment créer notre notebook et comment nous allons aussi lire notre fichier qui contient les données. Alors, pour ce faire, comme vous venez de voir ici, il y a un fichier que j'ai téléchargé et je l'ai placé dans le dossier Science Data qu'on a créé, là où nous avons eu à installer JupyterLab et Pandas. Alors, je l'ai téléchargé sur un site Kaggle qui est là. C'est un site très important pour ceux qui sont intéressés dans la science des données, car ici vous allez trouver des datasets, des jeux de données. Vous venez ici là, vous cliquez dataset et les données sont là. Il y a plein de données qui vont vous permettre de vous exercer avec l'analyse et comprendre comment ça se passe. Dans d'autres cas, je vous recommanderais Mokaroo. Mokaroo, c'est aussi un site web qui vous permet de générer votre jeu de données en personnalisant comme vous voulez ici. Vous voyez ici, vous pouvez personnaliser à votre goût et vous allez télécharger ça en plusieurs formats, CSV, JSON, SQL, Excel, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Alors, ce que nous allons faire pour le moment, nous commençons d'abord par créer notre notebook. Pour créer notre notebook, on vient ici, c'est écrit New, on clique et on clique sur le premier de la liste, Python 3. Ça va directement nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec notre notebook qui a été créé. Alors, on peut fermer ça pour bien renommer. Par exemple, dans notre cas, je vais renommer notre notebook qui a été créé là. Pour renommer, je peux renommer ça, j'ai dit notebook 1. Ok, notebook 1, je fais entrer et je double-clique pour revenir sur notre notebook. Si ce petit message apparaissait chez vous, vous cliquez seulement là et vous sélectionnez Python 3, select, voilà, on est bon. Alors, pour commencer, on va importer Pandas, la librairie qu'on a à installer. Pour l'importer, la syntaxe est tellement simple, on va faire import pandas as pd. PD, c'est l'alias des pandas par convention en fait. Ok, donc on va importer en tant que PD. Et toutefois, dans cette cellule, on peut écrire plusieurs codes. Par exemple, là, je peux écrire la suite pour lire les fichiers, vous voyez. Mais donc, dans une cellule, on peut écrire plusieurs lignes de code, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de conflit. Pour moi, je préfère d'abord qu'on puisse aller par cellule une ligne de code, voilà. Donc, je vais faire, après avoir importé Pandas, on fait Shift Entrée. Du coup, vous allez voir ici, ça va, il va apparaître une astérisque qui va charger, c'est-à-dire que la cellule est en exécution. Dès qu'un nombre apparaissait, c'est que la cellule a été exécutée avec succès. Donc, je fais Shift Entrée
Voilà, donc nous avons 1 ici qui vient d'être compté. Donc la cellule a été exécutée avec succès. Alors, nous allons maintenant placer notre code pour lire le fichier que l'on a, le fichier de Netflix qu'on a à télécharger, qui est là. C'est en format CSV. Ça peut être un fichier qui est en format XLSX, qui est Excel. Ça peut être en format JSON. Vous voyez, il y a plusieurs. Et du coup, si c'est en format CSV, ce qu'on va dire, ça sera PD reads CSV. Vous voyez? Alors, si c'est en format Excel, on va dire Excel. OK? Si c'est en format JSON, on va dire JSON. OK? Alors, pour nous, c'est CSV qui veut dire Comma Separated Values. On ouvre le parenthèse, on met le nom de notre fichier, Netflix, OK? Netflix.csv et on ferme le parenthèse. Surtout, il ne faut pas oublier les guillemets. Vous pouvez mettre double guillemets ou le guillemets simple comme ça, il n'y a pas de problème, ça va passer. Alors, ça, c'est une fonction readCSV. Cette fonction va nous retourner un objet. Et du coup, pour que nous puissions avoir l'aperçu des données qui se trouvent dans ces fichiers Netflix, on va mettre cette fonction dans une variable. Et la variable, vous pouvez mettre n'importe quel nom, mais mettez quelque chose qui est compréhensible. Vous pouvez mettre df comme ça. Dans mon cas, je préfère mettre data frame, plutôt data comme ça, OK? Donc, cette fonction, j'ai placé ça dans cette variable data qui va nous retourner un objet de type data frame. Alors, on fait Shift Entrée. Vous voyez, ça vient de compter ici 2. Et nous allons maintenant afficher les données qui se trouvent dans ces fichiers. Pour les afficher, c'est très simple. On vient sur la 3e cellule, on fait Data, on appelle seulement notre variable et on fait Shift Entrée. Vous voyez, ça vient de s'afficher là. Et là, nous sommes en train de découvrir déjà les données que nous avons. Par exemple, c'est un fichier de Netflix. On peut voir que c'est un fichier qui contient 11 colonnes et 7789 lignes. Donc, c'est un fichier qui est très vaste. Donc, il faut bien les traiter. Du coup, on a 11 colonnes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 7789 lignes. Mais on n'a pas affiché toutes les 7789 lignes. Selon la convention, en fait, ça a affiché les 5 premières lignes. Et puis, il y a les séparations là. Et les 5 dernières lignes. Ça vous permet de voir votre jeu de données, comment ça se présente. Mais ici, si nous revenons là, vous pouvez voir, si je double-clique ici, on peut voir toutes les lignes possibles, OK? Vous voyez, il y a d'abord les colonnes qui sont à 11, OK? Si je descends jusque là en bas, vous allez voir, c'est 7789 lignes. D'accord? Donc, je ferme ça, on revient dans notre notebook. Donc, on est là. La chose que je voulais ajouter, si par exemple vous voulez ajouter du markdown, ici, jusqu'ici, vous avez vu, c'est écrit Insert a cell above. Donc, insérer une cellule au-dessus de la cellule qui est là. Et là-bas, on dit Insert a cell below. Donc, en bas, je peux insérer une cellule en bas comme ça. Je supprime ça. Je peux tout de même insérer une cellule en haut. Vous voyez? Et ici, je peux écrire du markdown. OK? Pour voir, par exemple, je mets les titres de sur quoi je suis en train de travailler. Je sélectionne ici markdown. Je viens là. Je vais écrire. Je fais comme ça. J'écris par exemple fichier des lectures. D'accord? Fichier de lecture, j'ai fait Shift Entrée. Donc, on est bon. Vous voyez, par exemple, c'est du markdown. Je sais voir comment je suis en train de procéder. Et on revient ici sur les codes. D'accord? Une chose aussi que je voulais mentionner, s'il arrivait que vous fermez votre notebook comme ça,
je viens de fermer, je ferme, d'accord? Et que vous revenez ici, vous pouvez l'ouvrir encore une fois comme ça. Vous allez retrouver tout ce que vous avez déjà écrit comme code, d'accord? Vous voyez? Tout ce que vous avez écrit comme code. À part, je vois que du Markdown, c'est parti, il n'y a pas de problème, mais le code en question qui est important est là. Le Markdown, c'est parti. Mais vous pouvez toutefois réécrire, il n'y a pas de souci, vous voyez? Vous pouvez réécrire ça, il n'y a pas de souci. Mais dans mon cas, je supprime ça, c'est pas important. Et s'il arrivait aussi que vous fermez Jupyter Lab, ok? Vous fermez tout ça et que vous relancez votre Jupyter Lab dans la vie des commandes et que vous revenez à ce niveau ici, vous ouvrez votre notebook, ok? Vous ouvrez votre notebook. Il faut venir ici sur Run. Vous venez ici, c'est mentionné Run All Cells, c'est-à-dire exécuter toutes les cellules, ok? Vous appuyez là, ça va exécuter toutes les cellules. Vous voyez, avant c'était 1, 2, 3, maintenant là c'est devenu 4, 5, 6. Vous voyez, c'est-à-dire que les cellules ont été exécutées avec succès. Mais si vous voulez, c'est que, bon, si ces chiffres comme ça vous dérange, vous pouvez venir ici, c'est écrit kernel. Vous descendez ici, c'est écrit restart kernel and run all cell. Vous appuyez là et vous faites restart. Ça va revenir. Vous voyez, il y a les astérix, ça va changer ici à 1, 2 jusqu'à 3. Ok? Vous voyez, c'est très simple. Donc là, vous continuez avec votre code. D'accord? Dans la suite de cette vidéo, on va voir l'exploration de nos données. Dans la suite de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir et aussi avoir de l'aperçu de ce qui représente nos données. Pour commencer, je vais d'abord fermer notre premier notebook qu'on a eu à créer. Et je l'ai fermé. Et du coup, nous allons créer un nouveau notebook. Vous le savez déjà comment on le fait. On fait sur New et on clique sur Python 3. Et notre notebook s'ouvre directement. Et nous allons renommer par défaut, quand on ouvre un nouveau notebook, ça affiche Untitled. Et nous allons venir ici sur File et on vient sur Rename. Et on va renommer ça. Vous pouvez renommer ça comme vous voulez. Dans mon cas, j'ai mis découverte. Je viens sur Rename. Et du coup, ici, c'est renommé. Pour commencer, on va importer notre librairie qui est Pandas. Donc, on va faire import Pandas SPD, entrée, et puis on fait, je vais créer ma variable, je vais l'appeler data, et puis je vais mettre mon fichier, je vais charger mon fichier, read underscore CSV, j'ouvre le parenthèse, et je mets le nom de mon fichier, .csv, et puis je ferme mes parenthèses. Shift entrée, on est bon, je viens de charger mon fichier. Alors, maintenant, comme nous sommes en train de chercher à avoir l'aperçu de notre dataset, nous allons commencer avec la méthode head, qui nous permet de voir les 5 premières lignes. Pour ce faire, on va dire data.head, entre parenthèses. En fait, pour le méthode, on utilise toujours le parenthèse, contrairement aux attributs. Donc, on va faire data.head, entre parenthèses, on fait shift entrée. On a notre dataset et qui nous affiche les 5 premières lignes. Mais si vous voulez plus découvrir, vous pouvez mettre même 20 lignes, le nombre que vous voulez. Vous pouvez mettre ça dans votre dataset. Par exemple, je me dis, je vais afficher 15 lignes. Je viens dans les parenthèses ici. J'écris 15 et je fais shift entrée. Donc, du coup, ça m'affiche les 15 lignes. Et ce que je vais faire, je remets comme ça. Je vais maintenant savoir et connaître les 5 dernières lignes. Pour les 5 dernières lignes de mon dataset, ce qu'il faut faire, on fait data, on va faire tail pour les 5 dernières lignes de mon
dataset. Je fais Shift Entrée, ça m'affiche les 5 dernières lignes que vous pouvez voir là. Comme vous pouvez voir ces chiffres, c'est presque à la fin de mon dataset. Et de même, vous pouvez afficher les 15 dernières lignes. OK? Je fais Shift Entrée et voilà les 15 dernières lignes. OK. On est là, on remet. Alors, la deuxième des choses qu'on va faire, je vais mettre, nous allons savoir combien d'éléments se trouvent dans mon dataset. Pour savoir le nombre d'éléments qui se trouvent dans mon dataset, c'est simple, on va faire data et on va dire size, ok, je fais Shift Entrée et ça me donne le nombre d'éléments qui se trouvent dans mon dataset. Et pour vérifier cela, on va faire data point l'attribut shape. Shape, ça nous permet de voir le nombre de lignes que nous avons dans notre dataset et aussi le nombre de colonnes. Je fais Shift Entrée, ça nous donne 7789 lignes et 11 colonnes. Du coup, si vous multipliez 7789 fois 11, vous allez tomber sur ces résultats d'éléments qui se trouvent dans notre dataset. Donc là, on est bon, on continue. Ce que nous allons faire pour le moment, je vais maintenant savoir les objets qui se trouvent dans mon dataset. En fait, les types de mon dataset. Pour ce faire, je vais faire data.dtypes. Surtout, n'oubliez pas les S, sinon ça va vous donner l'erreur. Et ne mettez pas aussi le parenthèse, ça vous donnera l'erreur. Et comme c'est l'attribut, on fait Shift Entrée. On sait voir maintenant que notre dataset, les colonnes que nous avons, par exemple, la colonne Show ID, c'est des types objets, catégorie, c'est des types objets, title, c'est des types objets. En fait, ouais, toutes les colonnes, c'est des types objets. On continue notre exploration de notre dataset. Ce que je vais faire ici, je vais maintenant avoir plus d'informations sur mon dataset. Je vais faire data. J'ai utilisé la méthode info et je fais Shift Entrée. Comme vous pouvez voir, ça m'a donné plusieurs informations sur mon jeu de données. Ici, je viens de voir que c'est un jeu de données qui contient 7789 entrées, qui commence de 0 à 7788. Et nous avons au total 11 colonnes. Les 11 colonnes sont représentées comme suite. Et le valeur nulle, on peut déjà savoir que dans la colonne Show ID, nous n'avons pas de valeur nulle. Et catégorie, nous n'avons pas de valeur nulle. Title, nous n'avons pas de valeur nulle. Par contre, dans Directory, nous avons des valeurs nulles parce que ce n'est pas 7789, c'est 5401. Cast également, nous avons des valeurs nulles. Partout ici, nous avons des valeurs nulles, contrairement à Direction, Type, Description. Donc, ici déjà, comme nous sommes en train de découvrir notre jeu de données, avec cette méthode d'info, ça nous donne beaucoup plus d'informations, comme vous pouvez le voir ici. Parce que ici, le DTEP nous indique qu'il y a 11 objets et la mémoire qui est utilisée est de 669 kilobytes. Donc voilà un peu comment nous pouvons explorer nos données et savoir c'est à quoi nous aurons affaire. Parce que c'est un jeu de données qui est extrêmement vaste. On sait maintenant voir. Et pour la suite, nous allons maintenant voir les colonnes que nous avons. Pour voir les colonnes que nous avons, nous allons faire data.columns, columns comme ça. OK, ça va nous retourner un objet pandas. On fait Shift Entrée. Nous avons le colonne. Nous sommes en train de voir ce que nous avons comme colonne et on nous indique ici que les colonnes sont des types objets. OK, nous pouvons les récupérer aussi sous forme d'un objet Python. Du coup, on va faire une méthode toList comme ça. Ça va nous retourner un objet Python comme ça, forme d'une liste. Vous voyez. Donc, c'est aussi une façon de les afficher, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser ça comme ça, toutefois, vous pouvez laisser un objet pandas. Donc,
Nous poursuivons encore. Donc voilà, là on sait à quoi nous aurons affaire pour analyser nos données. Dans la partie de cette vidéo, nous allons passer à la manipulation de nos données, comment les sélectionner, comment plus avoir le contrôle sur vos données. Et comme vous venez de voir, j'ai déjà chargé mon jeu de données. Cette fois-ci, je ne continue pas avec les données de Netflix. Ça, j'ai généré ces données à partir des mots Karoo. C'est un site que je vous ai donné, comme vous le savez. Et du coup, j'ai déjà importé notre librairie Panda et j'ai déjà créé ma variable là où j'ai mis nos données. Et j'ai créé mon notebook que j'ai nommé ici manip pour dire manipulation de données. Alors, nous allons commencer par quelque chose, c'est-à-dire nous allons voir par exemple d'abord affichons notre jeu de données, d'accord? Là, notre jeu de données est là, ok? Nous avons un jeu de données qui a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, ok? Et là, nous avons les order ID, sont les numéros qui sont là, à ne pas confondre avec les index, ok? Nous avons le produit qui sont là, la quantité, les prix, la date de la commande, et ainsi que les pays, d'accord? Maintenant, supposons ici à notre niveau que nous voulons maintenant avoir l'accès aux colonnes, d'accord? Il y a deux façons d'avoir l'accès aux colonnes. Par exemple, moi, je vais avoir l'accès à cette colonne qui est ici, de product, ok? Il y a moyen d'entrer dans la colonne avec la façon comme ça, je vais dire par l'attribut comme ça. Dès que j'ai dit par exemple products, c'est j'accède par attribut. Je fais shift entrée. Vous voyez, on vient de m'afficher ma colonne ici. Sajam, Wiko, very cool. Ok, vous voyez, c'est un peu ça. D'accord? Ici, ce que on vient de m'afficher, c'est une colonne. On l'a affiché sous forme de type série. Si vous en doutez, je vais vous montrer. On va vérifier c'est quel type d'objet. C'est type d'objet série. Ok, je fais shift entrée. Désolé, j'écris type. Je fais shift entrée comme ça. Vous voyez, on me dit ici série. Ok. Et du coup, si vous voulez, il y a la différence entre les séries et les data frames. Par exemple, dans notre cas ici, je vais faire ceci. Je vais vous donner la différence. Ça, c'est un data frame. Pourquoi c'est un data frame? Parce que nous avons l'agencement des lignes et des colonnes, ok? Des lignes et des colonnes au même moment. Par contre, une série, c'est simplement une colonne. Pourquoi je donne ces détails? Parce que il y a des fonctions qui vont être utilisées simplement aux séries et d'autres qui seront utilisées simplement au data frame. Ok, c'est très important à retenir. Alors, je vous ai dit ici qu'on peut accéder à une colonne par son nom en l'affichant par attribut comme ça, ou soit on peut le mettre dans les accolades. Ok, donc on peut mettre ça dans les accolades comme ça. J'ai fait ça. On peut, c'est la même façon. Je mets ça comme ça. Product, désolé, comme ça. Et si je fais shift entrée, vous voyez, on m'affiche la même chose. Donc, à ne pas oublier, on peut l'afficher sous forme de guillemets comme ça, ou soit on peut l'afficher comme ça, ok? Sous forme d'attribut, c'est la même chose, ok? Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Supposons que nous voulons voir les 5 premières lignes de la colonne. C'est faisable, comme je vous ai montré. Les 5 premières lignes de la colonne, on peut les faire comme ça. Je dis ici, je fais, désolé, je fais product comme ça. Et puis j'ai fait head, la méthode ici.
vous rappelez, et ça va m'afficher simplement les 5 premières lignes de notre colonne. Ok. Ainsi, je vais mettre ici tail. Ça va afficher les 5 dernières lignes de cette colonne. Ok. Donc, c'est un peu ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'ici? Comme nous sommes en train de faire la sélection de nos données, ceux qui connaissent le langage Python, ils connaissent les slicing. Il y a moyen de sélectionner les données à partir des slicing. Je vais vous montrer ça. Supposons ici, j'affiche d'abord notre jeu de données. Vous voyez, ici, nous avons notre jeu de données qui a les index qui sont là. Maintenant, moi, je vais avoir accès aux éléments qui commencent à partir des 10 jusqu'à 20. Du coup, je vous ai montré que vous pouvez faire par la méthode head, vous mettez 20 à l'intérieur des parenthèses, ça va vous afficher les 20 premières lignes. Maintenant, moi, ici, je vais prendre à partir des 10 jusqu'à 20. Du coup, on va faire les slicing de notre data, ok? Je vais faire data, ok? J'ouvre les guillemets, je mets 10, 2 points, désolé, 2 points comme ça, et je mets 20. Si j'exécute cette ligne de code ici, ça va m'afficher notre data set ici, notre jeu de données, à partir de la 10e index jusqu'à 19, ok? Donc, je fais ça. Vous voyez, ça vient de m'afficher mon jeu de données à partir des 10 jusqu'à 19. D'accord? Il y a aussi une autre façon de les faire avec lock. Regardez. Lock. Si je fais comme ça, point lock. Ici, je vois, c'est les guillemets que nous mettons. Ne mettez pas le parenthèse, s'il vous plaît. On fait lock comme ça. Je mets 10 et 20, jusqu'à 20. Regardez la différence ici. Ici, on s'est arrêté à 19, mais là, ça va prendre aussi les 20, d'accord? Je fais Shift Entrée. Vous avez vu, ça prend jusqu'à 20. C'est une façon de faire pour bien manipuler vos données. Du coup, soyez les gens qui se soucient des petits détails pour ne pas tomber dans les erreurs, d'accord? Donc, une autre chose que je voulais ajouter, regardez, il y a moyen de remplacer vos index ici en les remplaçant par exemple par la colonne ici qui est product. Je vais mettre ma colonne product à l'index. C'est faisable, d'accord? Parce que là, nous sommes en train de manipuler nos données. C'est quelque chose que vous devez savoir. Pour faire cela, c'est extrêmement simple. Regardez, vous faites data.setIndex. SetIndex. On ouvre le parenthèse et nous mettons notre colonne ici. D'accord? Si j'ai fait Shift Entrée ici comme ça, vous venez de voir, je viens de mettre, ok? Je viens de mettre ma colonne product à l'index. Vous voyez? Je viens de mettre ça à l'index. Du coup, regardez ici. J'ai fait, j'appelle en jeu de données, j'ai fait Shift Entrée. Vous venez de voir que ce n'est pas enregistré, ça revient toujours. Les index reviennent à 0 et la colonne revient à sa place. Pourquoi? Je remonte en haut, je remonte. Parce que il y a un paramètre qu'on n'a pas mis. Ici, pour que cela puisse s'enregistrer, soit on écrase cette variable, on met ça dans une nouvelle variable comme ça, ok? Soit on utilise ce paramètre, regardez, je fais virgule, in place, equal true, ok, comme ça. Les true ici, les T doit être en majuscule. Alors, si je fais comme ça, ces paramètres ici, in place, désolé, ici, in place comme ça, in place equal true. Si je fais Shift Entrée comme ça, et que j'appelais mon jeu des données comme ça reste. Vous voyez? Ça reste. Même si je l'appelle encore ici, ça ne va plus me revenir encore avec les index qui ont les numéros. Donc, ce paramètre est très important. C'est pour fixer votre jeu des données à l'état que vous venez de le faire actuellement. Par exemple, moi, je vais le mettre à l'état où le produit prend la place des index. D'accord?
Et vous pouvez tout de même remettre vos index à l'état initial. Par exemple, ici, je vais dire data.receipt index. Vous faites ça. Vous venez de voir, je viens de remettre les index sous forme des chiffres. D'accord? Ce n'est plus encore le produit. Donc, nous sommes en train de poursuivre avec notre manipulation. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que nous pouvons manipuler nos données. Et dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment on peut filtrer les données, comment nous pouvons aller en profondeur et chercher un élément par élément. Nous nous retrouvons dans la suite de la vidéo. Donc voilà, dans cette partie des filtres, nous allons voir comment on peut filtrer notre jeu de données et avoir accès aux éléments. D'accord? Pour ce faire, je viens de créer un nouveau notebook que j'ai nommé Filter ici. Et j'ai importé la librairie Pandas et j'ai chargé mon jeu de données. Et par la suite, nous allons juste afficher nos données. Je vais faire head et ça va nous afficher les données. Et ce que j'ai pris, c'est un nouveau dataset, un nouveau jeu de données qui est différent de ce qu'on venait de travailler dessus. Du coup, pour ce jeu de données, j'ai remarqué qu'on a plusieurs colonnes, d'accord? Donc, on a plusieurs colonnes qui vont jusqu'à. Et par la suite, ce que nous allons faire, nous sommes ici en train de vouloir filtrer les données. Disons par exemple que nous avons cette colonne qui est là, d'accord, le payment method ici. Dans cette payment method, nous voulons seulement avoir accès aux données qui cadrent avec les gens qui ont fait le paiement par cash, comme ça, d'accord, qui ont fait le paiement par cash ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va dire ceci, data, ok. Vous vous rappelez comment avoir l'accès à une colonne, comme on a déjà vu ça. Donc, je vais faire payment comme ça. Payment, d'accord. Après avoir fait payment avec P majuscule, on est d'accord. Et moi, je vais avoir les informations à propos de paiements qui se sont effectués en cash. Alors, comme on est en train de filtrer, je vais faire égal. Attention, ici, on met deux signes d'égalité, d'accord? On met deux signes d'égalité et on met cash comme ça. Désolé, on met cash comme ça, d'accord? On met cash comme ça. Et là, on vient de filtrer nos données. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons la colonne de paiement qui s'affiche ici. Si je fais ça, je vais enlever, vous allez voir, j'enlève ça, je fais Shift Entrée, vous allez voir, nous avons les éléments de la colonne de paiement qui sont là, nous avons e-wallet, cash, credit cards, ok? Alors, c'est que moi je vais faire, nous voulons afficher seulement les cash, tout ce qui sont en cash ici. Alors, c'est pourquoi on va filtrer ça comme ça. Nous allons filtrer, j'ai fait Shift Entrée. Et nous avons un affichage qui nous donne des booléens. Nous avons false, true, false, 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 true, true, true. Parce que pourquoi on affiche ici false, c'est-à-dire ce n'est pas cash qui est là, ici true parce que il y avait cash, ainsi de suite. Ici on a true, 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 ce qui veut dire que c'était en cash. Alors jusque là, ce n'est pas encore important. Ça, c'est un filtre qu'on vient de créer. Alors, pour afficher simplement les données qui sont en cache, nous allons prendre ça, d'accord? Je fais copier comme ça. Je crée un filtre. Le filtre est déjà créé. Et je vais mettre ça comme ça, dans les guillemets. C'est comme ça qu'on peut faire les filtres. Si je fais Shift Entrée, vous venez de voir comment on a affiché seulement les valeurs. Ici, vous pouvez voir. Le mode de paiement, tout est affiché en cash. Ici, tout est en cash, vous voyez. C'est cash partout là-bas. Et dans notre jeu de données,
nous avons 344 lignes qui sont en cash. Donc, le paiement qui sont en cash, nous avons 344 lignes. D'accord? Donc là, on vient de voir comment on est en train de faire les filtrages de nos données. Ce n'est pas tout et je vais vous montrer autre chose par la suite. Alors, supposons que dans notre data frame ici, je raffiche notre data frame. Supposons que je vais afficher les valeurs simplement. Je vais filtrer les caches, d'accord, et les e-wallets, les deux. Il y a une autre façon de procéder. Je vais vous montrer ça. Ce que je vais faire, ça sera genre comme ça. Je vais créer, par exemple, payment filter, d'accord, payment filter. Ça, c'est une variable que je viens de créer là où je vais mettre mon filtre. Alors, ce que je vais faire data frame. Je prends la colonne en question qui est payment, qui est notre colonne. Je vais filtrer. Alors, en Python, on pouvait faire par exemple, on va utiliser cette méthode des isIn, d'accord? Désolé, isIn comme ça. Il y a point là, voilà. IsIn et j'ouvre le parenthèse, c'est une méthode, désolé. Voilà, j'ouvre les parenthèses et je vais mettre les éléments que je vais filtrer. Ici, je vais mettre cache et e-wallet, ok? Et je vais le mettre dans une liste. Du coup, j'ouvre les guillemets, comme c'est une liste. Je mets e-wallet, d'accord? E-wallet, virgule, cache, ok? Cache. Et je ferme les parenthèses. Là, je viens de filtrer mes éléments. Et du coup, le résultat va afficher dans notre data frame, dans notre jeu de données, ça va afficher seulement les éléments qui cadrent avec e-wallet et cache ici. D'accord? Je fais Shift Entrée et je vais afficher mon data frame. D'accord? Je l'affiche ici. Vous voyez, ça me donne justement les booléens comme on l'a vu. C'est-à-dire ici, nous avons true, true, false, false. Donc, c'est pas tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour ce faire, je vais mettre ça, je vais filtrer ça dans mon data frame pour que je puisse avoir les résultats. Et pour filtrer, comme on venait de le voir, c'est simple. Nous mettons notre variable dans les accolades et on fait Shift Entrée. On vient de voir ici que ça nous affiche seulement les éléments qui cadrent avec, dans le mode de paiement ici, on nous affiche seulement les e-wallets et les caches. Tout ça, c'est les e-wallets et les caches qui s'affichent seulement. Les autres ne vont pas s'afficher parce qu'on a filtré simplement sur ces éléments. Et lorsque on fait les calculs ici, nous avons 689 lignes qui contient les résultats de ces deux éléments qu'on a filtrés, contrairement à l'autre ici qui nous avait donné, je vais remonter un peu, 344 lignes lorsqu'on a filtré tout simplement avec cache. D'accord? Donc, on continue de poursuivre parce que les filtres, c'est très important pour mieux manier vos données et votre jeu de données. D'accord? Donc, imaginez maintenant si nous voulons par exemple filtrer, vous voyez la colonne quantité qui est là, d'accord? C'est très simple, vous allez voir, Panda est tellement très puissant et ça fait beaucoup de choses. Regardez, c'est très simple, nous allons faire data, je suis en train de créer mon filtre, d'accord? Je vais faire quantity comme ça, quantity, d'accord, comme ça, et puis j'ai fait supérieur égale à 10. Ça, c'est un filtre que je viens de faire. Et du coup, ça va me créer, ça va me donner des boulins comme ça, ok? False, 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 nous avons trop quelque part, d'accord? Je vais copier ces filtres afin d'aller filtrer dans mon jeu des données. Donc, je fais data, comme on vient de voir,
J'ai filtré ça et j'ai fait Shift Entrée. Vous voyez? Donc ici, ça nous affiche seulement les éléments de notre jeu de données qui sont supérieurs ou égaux à 10. Donc ici, vous avez 10, comme vous pouvez les voir là. Vous voyez? Et nous avons combien? Nous avons 119 lignes qui sont entre donc 10 et allant au-delà, d'accord? Donc, comme on vient de voir ici, avec la colonne des quantités, ça nous affiche que ces valeurs. Donc voilà, c'est un peu ce que nous devons retenir sur le filtre, comment nous pouvons accéder aux éléments et filtrer notre jeu de données. Dans cette partie des traitements des données, nous allons voir comment traiter les données et les supprimer parce que ce sont des éléments qui permettra à ce que nous puissions avoir un bon rapport. Et tout en les supprimant, il faut savoir qu'il faut les faire avec moins d'agressivité. Pourquoi j'ai dit ça? Je vous montrerai. Parce que imaginez-vous que vous avez un dataset comme ça et vous venez appliquer la méthode des drop NA sur tout votre jeu de données. Ça va carrément supprimer tous les éléments qui manquent. Et du coup, c'est pas une bonne manière de faire. Nous allons aller avec par colonne, d'accord? Du coup, j'ai déjà chargé ma librairie ici Pandas et j'ai renommé mon notebook par PS Data parce que j'ai téléchargé sur Kaggle. C'est PlayStation 16 and Metadata. J'ai téléchargé sur Kaggle. C'est là où je vais travailler. Et du coup, j'ai déjà chargé ma variable. Nous allons procéder et parcourir pour voir les éléments qui manquent afin de les annuler. Pour ce faire, nous allons voir. J'espère qu'on n'a pas oublié ça. C'est pour voir les éléments de notre jeu de données avec les 5 premières lignes de notre jeu de données. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous avons les colonnes, nous avons ici des lignes. Et arrivé ici, nous voyons un N à N. N à N, ça veut dire éléments non renseignés, ok? Ce sont des éléments qui ne sont pas renseignés. Parce que des fois, les gens qui chargent les données, ils peuvent oublier, ils n'ont rien mis. Vous voyez, tout cela peut arriver. On peut vous envoyer un dataset, un jeu de données qui manque des éléments. Parfois, vous pouvez trouver les vides. C'est à vous de savoir traiter ça, comment vous allez gérer toutes ces choses-là. Alors ici, nous avons un N à N, c'est-à-dire dans notre jeu de données, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs ici, vous pouvez les voir. Alors, il faut savoir les traiter. Soit on va les supprimer, d'accord, colonne par colonne. Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas avoir un bon rapport. On ne saura pas continuer avec notre analyse de données. Alors, pour ce faire, je vais voir combien d'éléments qui manquent dans mon jeu de données. Et c'est très simple pour découvrir cela. On va utiliser la méthode isNow, ok? Désolé, je vais faire isNow comme ça. Je fais somme. Voilà, je fais Shift Entrée. Et qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Dans notre jeu de données, ça, ce sont des colonnes que nous avons ici. Nous avons des colonnes ici, Game, Console, Name, Publisher, Developer, ok? Partout ici, on n'a pas des éléments qui manquent. Toutes ces colonnes ici, il n'y a pas d'éléments qui manquent ici. D'accord? Parce que c'est 0. Par contre, les colonnes ici, les colonnes qui commencent à partir d'ici, je vais prendre à partir d'ici, il y a les éléments qui manquent. Par exemple, dans Release Date, nous avons 1437 éléments qui manquent. Dans Last Update, nous avons 2162 éléments qui manquent. Je vais dire 2162, d'accord? Et le rating, ainsi de suite. Nous avons plusieurs éléments qui manquent. Alors, comment les traiter? Nous allons chercher à les traiter, soit on les supprime, soit on les traite, d'accord? Ce que je vais faire, on va les supprimer afin de bien procéder avec notre analyse de données. Alors, ce que je vais faire ici, je vais d'abord voir mon jeu des données et des combien, ok? Des combien d'éléments je vais faire avec l'attribut shape. Je vais un peu voir. Je sais voir que mon jeu des données a 4963 lignes et 18 colonnes, d'accord? Et pour traiter ces données-là,
je vais d'abord voir les colonnes. Ok, n'oubliez pas, comme on a vu, moi, je vais afficher les colonnes. Je viens d'avoir mes colonnes ici. Pourquoi je les affiche? Parce que je ne voudrais pas avoir à les taper encore. Je vais être un peu, comment dire, paresseux. J'ai copié et collé. Je vais les afficher comme ça, sous objet Python. Donc voilà. Je vais prendre toutes les colonnes là où il y avait les vides. Ça commence par release ici, ok. À partir des releases ici, je copie ça comme ça. Ok, je viens avec. Je vais supprimer maintenant les éléments qui manquent dans ces colonnes-là. Il y a moyen de les faire avec, je vais dire par exemple, si je fais ça, data drop NA, comme ça va carrément supprimer tous les éléments qui manquent dans mon dataset, dans mon jeu de données. Si je fais Shift Entrée comme ça, vous voyez, on reste simplement avec 677 lignes, d'accord, sur les 4963. En fait, ce qui n'est pas bon, ça c'est une façon qui est un peu, je peux dire, agressif de faire, mais lorsque on veut poursuivre, on peut le faire par colonne, d'accord? Donc, on va faire par colonne. On va supprimer les éléments qui manquent par colonne. Et pour ce faire, on va utiliser cette méthode de subset comme ça. Subset comme ça. Et on va mettre dans notre liste, on va ouvrir notre liste et on va mettre toutes les colonnes que j'ai copiées ici. Vous vous rappelez, je viens de copier toutes ces colonnes qui sont là. Je vais faire CTRL V et je les ai toutes copiées. Attendez, je préfère à ce que ça soit comme ça. Je préfère à ce que ça soit comme ça, d'accord? Excusez-moi, je préfère à ce que ça soit comme ça. Je vais prendre, il y en a un là. Je préfère à ce que ça soit comme ça. Ok, désolé. Oh, ok. Je crois que je viens quand même de prendre. Voilà. Je préfère que ça soit comme ça. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Alors ici, dans mon jeu de données, je vais supprimer les éléments qui manquent dans ces colonnes spécifiées ici. Release date, last update, rating, ainsi de suite. Vous voyez, il y a les éléments qui manquent. C'est ce que je vais supprimer. D'accord? Et ce que je ferai ici, je vais faire un Shift Entrée. Je fais Shift Entrée. Nous nous retrouvons avec 677 lignes et 18 colonnes de notre jeu de données. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a supprimé les éléments qui manquent. Alors, regardez ce qui va se passer. Si j'appelle encore mon jeu de données ici. Si je fais Shift Entrée comme ça, nous nous retrouvons avec 4963 lignes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié ici notre paramètre, notre fameux paramètre, vous vous rappelez, inPlace égale true. C'est pour enregistrer et que ça reste. Regardez. Je fais inPlace égale true. Ça va maintenant quand même les retenir avec les éléments ici. 677 lignes, d'accord? Même si j'appelais, ça va toujours me faire apparaître comme ça. Alors, il y a aussi moyen d'accéder à une colonne et savoir les éléments qui manquent dans une colonne. C'est très simple, vous faites seulement ça. Vous savez déjà comment accéder à une colonne. Par exemple, je vais accéder dans la colonne Last Update comme ça. Last Update. Je vais voir s'il y a des éléments manquants. Je vais appliquer isNull sur la colonne comme ça. Désolé. Voilà. Si j'ai fait ça, ça va m'afficher sous format de boolien. Pourquoi ici c'est false? Parce que nous n'avons plus des éléments qui manquent. D'accord? Parce qu'on a tout supprimé. Mais si il y avait les éléments qui manquaient, on pouvait voir par exemple ici false, ici true, true, false, false. Vous voyez?
ainsi de suite. Donc, c'est une façon aussi d'accéder sur les colonnes pour voir les éléments qui manquent dans la colonne. Et c'est très, très important lorsque vous faites ce genre de traitement de données avec Pandas. En tout cas, vous n'allez plus encore chercher à vouloir les faire avec Excel et autres. Donc, c'est très puissant et c'est rapide. D'accord? Alors, supposons maintenant que dans cette même colonne ici, d'accord? Dans cette même colonne, last update ici, last update. Supposons que dans cette colonne ici, il y a les éléments qui manquent, ok? Il y a les éléments qui manquent. Je vais filtrer ça. Je vais mettre ça dans un filtre comme ça. Vous vous rappelez sur les filtres comment on a eu à voir, comment on peut filtrer. Là, je viens de filtrer. Vous voyez? Ça m'affiche que nous n'avons pas d'éléments, ok? Maintenant, supposons que s'il y avait d'éléments qui manquaient, il y a une méthode qu'on applique pour remplir dans notre jeu de données sur les places qui manquent, d'accord? Par exemple, les places qui manquent, là où il y a les N à N, on peut remplir avec les éléments tout autour, les éléments environnants. Disons, par exemple, si j'ai fait data, ok? Et j'ai dit, je vais entrer dans la, désolé, je vais entrer dans la colonne toujours last update, comme ça, last update. Maintenant, nous voulons remplir dans cette colonne last update là où il y a les vides. Il y a cette méthode qu'on appelle fill NA comme ça. Supposons que là où il y a les N à N, où il y a les vides, vous voulez remplir en mettant 0. D'accord? Si je mets un 0 ici, si je mets un 0 partout où il y a les vides ou les fils NA, ça va remplir les endroits là avec 0. D'accord? Mais il y a aussi l'autre méthode. Si vous voulez prendre une valeur autour, environnante, qui est là autour, par exemple, si nous avons 20, 100 par exemple, qui est dans cette colonne, mais il y a aussi des vides. Ça va prendre cette valeur et ça va remplir. Et ça s'applique avec cette méthode qui dit méthode et puis on spécifie par bfill, d'accord? Quand on met ici bfill comme ça va prendre les valeurs environnantes. Et si je fais shift entrée, ça va carrément les remplir. J'allais vous montrer, mais j'ai déjà supprimé plein de données. Donc ça allait, vous voyez par exemple comme ça, ici, comme dans notre première ligne, il y avait N à N. Donc on a pris cette valeur qui était là, on a mis à la première ligne. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons poursuivre avec notre traitement des données. Nous nous retrouvons dans la prochaine partie de notre vidéo. Dans la suite de notre vidéo, nous allons voir comment supprimer les données dans notre dataset. Et du coup, pour supprimer, il y a plusieurs façons de le faire. Nous allons voir comment supprimer les colonnes, comment supprimer les données à travers les rangées et comment les supprimer et aussi avec d'autres façons de les faire. D'accord? Pour ce faire, j'ai déjà chargé ma librairie Pandas et j'ai déjà chargé mon jeu de données qui est là. Je l'ai mis dans la variable df, bon, qui veut dire data frame. Et puis ici, j'ai renommé mon notebook par Suppress. Ok. Du coup, nous allons voir notre jeu de données, notre dataset. Nous allons voir à quoi ça ressemble. Je vais l'appeler. Je vais voir ce que ça nous donne. Nous venons de voir notre jeu de données qui est là. Nous avons les genders, nous avons les colonnes, ainsi de suite. Les données sont là. Alors, pour ce faire, comment supprimer une colonne, d'accord? Pour supprimer une colonne, c'est très simple ce que nous allons faire. Pour supprimer une colonne, nous allons faire ceci. Je vais vous montrer. Il y a deux façons de faire. Par exemple, si je vais supprimer une colonne qui est là, match score ici, ça, il y a deux axes pour le faire. Il y a l'axe des colonnes et puis l'axe des rangées. D'accord? Et on ne supprime pas de la même façon. Donc, l'axe des colonnes, c'est l'axe 1. L'axe des rangées, c'est l'axe 0. Je vais vous montrer ça avec le code.
Donc, je vais faire, pour supprimer, on va dire drop. Je mets le nom de ma colonne. Je vais dire math score. Je vais dire math score comme ça. Je vais supprimer cette colonne. Alors, je vais spécifier c'est sur quel axe je suis en train de supprimer. Et pour le faire, je vais dire axis égale 1. D'accord? Là, on est d'accord. Et je vais mettre mon paramètre qu'on n'oublie pas, in place égale true. OK? Et là, j'ai fait shift entrée et je vais voir ce que ça donne maintenant. Est-ce que j'ai supprimé mon dataset? Plutôt, j'ai supprimé ma colonne. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la colonne math score a disparu. Je l'ai supprimé de mon dataset. Ici, il y avait, la colonne est là, mais là, la colonne a disparu. Ça, c'est une façon de faire pour supprimer les colonnes. Alors, pour supprimer les rangées, par exemple, les rangées comme ça, avec les index qui sont là, c'est possible de le faire, mais quand vous avez des numéros comme ça, des fois c'est un peu bizarre, des fois un peu compliqué de les faire, parce que vous aurez beaucoup de numéros au même moment. Disons par exemple que nous voulons supprimer, ok, le rangé, hein, en se focalisant, en se basant sur les genres qui sont là. Par exemple, je vais supprimer tous les rangées là où nous avons les females, ok. Bon, de toute façon, moi je n'aime pas, je ne suis pas trop amoureux. Je vais supprimer les females ici, je vais laisser les mâles, ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans ces cas, je vais mettre cette colonne à l'index, d'accord. Il y a aussi une autre façon de les faire avec le boucle for. Il y a moyen de les faire parce que ça c'est beaucoup plus avancé. Je pouvais bien les faire avec, mais je vais vous montrer comment les faire avec lorsque nous allons mettre cette colonne à l'index, d'accord. Pour mettre à l'index, j'espère qu'on n'avait pas oublié, on va faire sit index, d'accord, et nous mettrons notre colonne qui est gender, ok, qui est ici gender. Ça va devenir à l'index. On n'oublie pas notre paramètre in place égale true et on ferme notre parenthèse, je fais shift entrée. Je vais maintenant afficher mon dataset, regardez ce que ça donne. Vous voyez, la colonne gender devient à l'index. Et maintenant, pour supprimer les éléments par rangée, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Pour supprimer les éléments par rangée, donc nous allons procéder. Ce que je vais faire, je vais dire df drop, ok, drop, je vais dire female. Non, je plaisantais, j'aime les filles, d'accord, mais quand même on va les supprimer. J'ai fait drop et puis j'ai fait, désolé, n'oubliez pas, là c'est sur les rangées, donc on va mettre l'axe sera l'axe 0. Le paramètre axe égale 0. Surtout n'oublie pas in place égale true, désolé, in place égale true comme ça, et je ferme ma parenthèse, je fais shift entrée et on va afficher notre dataset. Regardez ce que ça donne. Donc là on a supprimé tous les rangées où nous avons female, ok. Désolé d'avoir supprimé les femmes, donc je les ai supprimés, nous restons seulement avec les hommes. Donc ici vous avez vu, il n'y a que les hommes, d'accord, et les hommes c'est 482 rangées, ok. Donc c'est comme ça on procède avec la suppression des données. Nous continuons et je vous montre l'autre façon de faire. Donc ici je vais vous montrer comment on supprime plusieurs colonnes au même moment. Par exemple, vous regardez dans votre jeu de données, parce que des fois vous recevrez des jeux de données où vous regardez dans votre selon les demandes, on vous montre que en fait il y a d'autres colonnes qui ne servent à rien, d'accord. Vous allez vous-même regarder, ok. Bon, dans mon cas ici, supposons moi je vais supprimer la colonne ici des tests préparation course, ok. Ici je vais aussi supprimer sa writing score à la fin. Ici je supprime les deux,
D'accord? Bon, je vais prendre seulement les 3 colonnes ici, je vais les supprimer. D'accord? Les 3 ici. Je vais supprimer ça. Alors, pour faire cela, on va dire df drop. OK? On ouvre les parenthèses et nous ouvrons notre liste. N'oubliez pas en Python, ça c'est les accolades. On ouvre notre liste. Je vais maintenant mettre tous les noms de mes colonnes que je vais supprimer ici. Je vais faire un peu de par ici, je vais copier, d'accord? Je vais copier comme ça. Je viens, je mets là. Virgule. Je copie carrément les deux comme ça. Je viens avec. Je fais ça. Je fais carrément ici, virgule. Et puis, je fais ça. Voilà. Donc, je ferme. On n'oublie surtout pas, ici, je pense une chose. Comme ce sont des colonnes, n'oubliez pas, il faut toujours supprimer et spécifier notre paramètre d'axe, qui est axis, qui est égal à 1. Voilà. Donc, ici, in place. Voilà. In place égale true. Qu'est-ce que j'ai là avec mes doigts? Ok, in place égale true. Je ferme mes parenthèses. Et voilà, par là, nous allons supprimer les 3 colonnes ici. D'accord? Ce sont les 3 colonnes que l'on va supprimer. Alors, ça, c'est une façon de faire pour supprimer plusieurs colonnes au même moment. J'ai fait Shift Entrée. Je vais afficher mon datasheet. Regardez ce que ça donne. Je viens de supprimer les 3 colonnes. Vous voyez? C'est une façon de faire pour supprimer plusieurs colonnes au même moment. D'accord? Du coup, je vais vous montrer une autre façon de faire avec la méthode del comme ça, d'accord, qui veut dire delete, et on va spécifier ici notre colonne. C'est aussi une façon de supprimer une colonne. Et par exemple, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai supprimé launch, ok? Je vais supprimer launch. Je vais dire ici launch comme ça. Launch. Ok, je vais supprimer cette colonne. Cette fois-ci, on ne spécifie pas l'axe parce que on supprime directement et ça va disparaître de notre dataset. Ok, j'ai fait Shift Entrée. Et si je raffiche mon dataset, vous voyez, launch est parti parce qu'on l'a supprimé immédiatement sans spécifier l'axe. D'accord? Donc, voici comment on peut supprimer les données. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans cette nouvelle partie de notre vidéo, nous allons voir comment ajouter des colonnes en faisant certaines manœuvres et en évoluant avec. Donc du coup, ce que nous allons faire ici, comme nous avons toujours l'habitude de faire, vous pouvez voir, je viens de renommer mon notebook, j'ai déjà chargé mon dataset. Alors, comment nous allons nous y prendre? Je vais vous montrer tout doucement, vous allez voir que c'est très simple, c'est très facile. Alors, la meilleure des choses à faire, je vous recommande de toujours lire la documentation des pandas ici. Il y a la documentation, il y a plusieurs choses que vous pouvez découvrir ici à lire lorsque vous allez voir. C'est très important afin encore d'enrichir la connaissance. Ok? Alors, je vais tout d'abord afficher mon dataset. Rappelez-vous, c'est le même dataset qu'on venait de travailler pour faire la suppression des données. Ok? Alors, je vais afficher un peu plus de données. Ok, nous avons notre jet de données qui est là, d'accord? Ce que nous allons faire, nous allons ajouter des colonnes, d'accord? Supposons que nous voulons ajouter ici à la fin une nouvelle colonne. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, regardez. Je vais faire l'ajout d'une nouvelle colonne, d'accord? J'ai fait df, qui est ma variable là où j'ai mis mon dataset. Je mets les noms de la nouvelle colonne que je vais ajouter. Par exemple, je dis, c'est un exemple, je dis total, d'accord, c'est le nom de ma colonne. C'est le nom de ma colonne. Et cette colonne-là, elle ne sera pas vide. Par exemple, je me dis que je vais remplir cette colonne avec des valeurs. Quelles sont les valeurs que je vais mettre? Par exemple, pour moi, je me dis, je vais mettre 0. Donc, cette colonne sera remplie par des zéros. Ok?
j'ai fait Shift Entrée, et du coup, si j'appelle mon datasite, regardez ce que ça donne. On vient d'ajouter une nouvelle colonne ici, d'accord? Total. Nous venons d'ajouter une nouvelle colonne avec des éléments 0 partout. Vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Par exemple, je peux dire 15. Je peux dire, bon, j'ai dit 8, d'accord? Je suis le 8e de ma famille, d'accord? J'ai fait ça. Shift Entrée, regardez. Vous voyez, il y a le 8 partout qui s'est rempli, ok? Donc là, c'est comme ça, désolé, c'est comme ça, on peut ajouter une nouvelle colonne avec des valeurs à l'intérieur, ok? La deuxième des choses que nous pouvons faire, c'est faire les opérations sur des colonnes, d'accord? Les opérations dont je vous parle, c'est par exemple, disons que je vais multiplier, d'accord, les writing scores ici par le 8 de cette colonne. Et le résultat, je vais l'ajouter dans une nouvelle colonne que je mettrai ici, d'accord, tout juste à côté. Donc, je vais multiplier writing score multiplié par la colonne totale. Donc, on va faire 74 fois 8, ça va nous donner une valeur ici. Cette valeur, ça doit être dans une nouvelle colonne. Regardez ce que ça va donner. Donc, j'ai dit ceci, je vais ajouter une nouvelle colonne. Je vais nommer cette colonne. Disons que je nomme ça total comme ça. Hein. OK? Total comme ça, je laisse comme ça, d'accord? C'est juste une façon de vous montrer. Et puis, je vais maintenant faire la multiplication des deux colonnes qui sont là. Writing score et total, ok? Ce que je vais faire, je vais prendre la colonne en question, désolé. Je vais dire writing score. Voilà, j'ai oublié les trucs. Writing score comme ça. Voilà. Le signe de multiplication, c'est l'astérisque comme ça. Ok, on va multiplier les colonnes. Et je vais mettre la colonne totale. La colonne totale. Et voilà. C'est-à-dire, ici, je vais créer une nouvelle colonne qui sera appelée TTL, qui va s'ajouter juste ici. D'accord? Et cette nouvelle colonne aura pour valeur les valeurs qui vont se multiplier. Donc, pour writing score ici, writing score qui va se multiplier par les totales. Et nous aurons une réponse. Et je vais afficher mon dataset. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, je viens de créer une nouvelle colonne ici qui s'appelle TTL et qui a fait la multiplication de la colonne du writing score fois la colonne totale. Et nous avons les résultats. C'est une façon de faire. Nous pouvons encore aller plus loin. Je vais vous montrer en appliquant la méthode de mapping. D'accord? Ce que je vais faire, vous voyez ici la colonne de gender. Ok? Ici, nous avons female et male. Ok? Je vais créer le code de ces gender. D'accord? Je vais créer le code de ces gender, c'est-à-dire, je vais créer un dictionnaire. Et ces dictionnaires-là, je vais donner, par exemple, le nom female, je vais mettre, par exemple, FE. D'accord? C'est l'exemple. Et mâle, je vais mettre MA. OK? Ce que je vais faire ici, c'est ceci. Je vais créer une variable. OK? Je vais appeler ça gender comme ça. C'est une variable. Et cette variable ici, je vais créer un dictionnaire. Dans ce dictionnaire-là, je vais mettre les valeurs de la colonne gender qui sont là. D'accord? Les valeurs qui sont là. Vous voyez? Les colonnes qui sont là. Et ce que je ferai, je vais dire, par exemple, female. OK? Female comme ça. Female. Et je vais associer ça à cette valeur. D'accord? C'est-à-dire, le female sera représenté par F et, désolé, F qui veut dire female. Et le mâle sera représenté par, les mâles seront représentés par exemple par MA. Donc on est d'accord.
Les mâles seront représentés par MA. D'accord? Je viens de créer mon dictionnaire. Je vais utiliser une méthode de mapping sur ces dictionnaires en créant une nouvelle colonne. OK? Je vais mettre une nouvelle colonne juste ici à côté pour signifier que le femelle c'est FE et le mâle c'est MA. OK? Alors pour ce faire, regardez, c'est très simple. Je vais dire ma nouvelle colonne sera appelée, la nouvelle colonne sera appelée, disons, gender code comme ça. OK? Sera le nom de la nouvelle colonne qui va s'ajouter. Et sur cette nouvelle colonne, ce que nous allons mettre dans cette nouvelle colonne, c'est notre mapping. Notre mapping a été effectué sur la colonne gender ici. OK? Alors, je vais mettre ma colonne gender, OK, qui est là. Oh là là, gender comme ça. C'est la colonne où on a pris les éléments, les valeurs. Et je vais appliquer la méthode map, OK. Désolé, map comme ça. Et je vais mettre la variable ici. Cette variable, c'est ce que je vais mettre dans la méthode map, OK. J'ouvre parenthèse, j'ai dit, désolé, j'ai dit gender. Je me dis gender, c'est la gender ici, c'est la variable que j'ai mis là-bas. Et du coup, si j'ai fait Shift Entrée, je viens de créer une nouvelle colonne gender code qui va être avec les éléments FE et MA comme le code des sexes. Voilà. J'affiche mon dataset. Regardez ce que ça me donne. On vient d'ajouter une nouvelle colonne ici. Gender code avec, vous voyez, femelle ici, c'est FE et mâle, c'est MA. D'accord? C'est une façon de faire pour ajouter des colonnes. Il y a plusieurs opérations que nous pouvons effectuer en ajoutant des colonnes. Donc, pour ici, ce que nous avons fait, nous avons d'abord créé une nouvelle colonne, là où nous avons créé des valeurs 8, d'accord? Et après, nous avons créé une nouvelle colonne en faisant des opérations. Nous avons effectué des opérations de multiplication ici et ça nous a donné des valeurs qui sont à l'intérieur. Et nous avons encore ajouté une nouvelle colonne par la méthode de mapping qui a permis de créer les éléments ou les valeurs qui sont à l'intérieur, FE et MA. D'accord? Bon, pour l'ajout des colonnes, c'est un peu ce que nous pouvons retenir. Merci et on se retrouve à la prochaine. Dans cette partie de la vidéo, nous venons d'entrer dans un moment qui est extrêmement important, l'analyse des données. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, vous allez voir que c'est très facile et vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau élevé en statistique ou en mathématiques pour parvenir à analyser les données. Nous allons le faire avec la librairie des pandas qui est extrêmement puissante. Elle va nous permettre d'entrer plus en profondeur et analyser nos données. Alors, pour ce faire, j'ai déjà chargé mon dataset ici et nous allons afficher notre dataset. Je vais faire Shift Entrée et notre dataset s'affiche là. Alors, pour commencer, nous allons appliquer la méthode Describe. C'est une méthode qui permet de nous donner les statistiques de notre dataset, de notre jeu de données. Et cette méthode s'applique simplement sur des colonnes qui ont des chiffres à l'intérieur. Ça ne va pas prendre là où il y a du nom, vous voyez, ça ne va pas prendre. Et du coup, ça prendra carrément là où il y a des chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir la statistique de notre jeu de données? Je ferai df, ok, describe, je vais appliquer ça sur l'ensemble de mon dataset. On va dire describe comme ça. Je fais shift entrée. Comme vous pouvez le voir, il vient cette méthode vient d'appliquer la statistique sur mon dataset. Du coup, dans la colonne math score, on a 1000 éléments et reading score, 1000 éléments, ainsi de suite. Et la moyenne est de 66. Ici, c'est de 69. Dans cette colonne, elle est de 68. Le standard, ainsi de suite.
Donc ici, vous avez les statistiques de votre dataset. Donc vous êtes en train de découvrir votre jeu de données, comment il se présente. Ok? À ce niveau, on peut voir le maximum et les 100 et ainsi de suite, le minimum, vous voyez. Donc, cette méthode est également applicable sur une colonne. Supposons que je vais l'appliquer sur la colonne math score, ok? Ce que je vais faire, je vais dire math score comme ça, math score, ok? Je vais dire describe, j'applique ça sur la colonne, ok? J'applique ça sur la colonne, j'ai fait shift entrée, vous voyez, ça vient de me donner les statistiques de la colonne math score, ok? Ils ont compté ici, dans cette colonne, il y a 1000 éléments, c'est-à-dire il n'y a pas de manquants, vu que notre data frame dans l'ensemble est de 1000 lignes, 1000 rangées. Donc, ça a appliqué le comptage et ça a compté ces 1000 éléments dans cette colonne, dont la moyenne est de 66 et standard est 15, minimum 0, 25 c'est 57, 50% c'est 66 et 75% c'est 77, maximum 600. D'accord? Ici, nous sommes en train de découvrir notre jeu des données. Nous sommes en train d'analyser en profondeur. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir la connaissance en statistique. La librairie Pandas fait le tout à votre place. Il suffit de savoir manier la méthode que nous avons. Nous prenons souvent et nous allons appliquer une autre méthode, c'est de savoir la moyenne, d'accord? La moyenne de notre colonne, la moyenne de notre data frame, d'accord? Ici, ce que je vais faire, je vais appliquer la moyenne. Je vais être un peu paresseux, d'accord? Je vais copier ça comme ça. D'accord, j'ai copié ça comme ça. Et je vais appliquer la moyenne pour voir la moyenne dans cette colonne est de combien. Min, c'est la méthode qu'il faut utiliser ici. J'ai fait Shift Entrée et on m'affiche la moyenne qui est là de 66, d'accord? On poursuit encore, ce que je vais faire, je vais connaître la somme de cette colonne. Et je ferai carrément, désolé, je ferai carrément la méthode somme comme ça. J'ai fait Shift Entrée, donc la somme de cette colonne est de 66 089, ok? Si nous faisons par exemple l'addition de tous les éléments qui sont dans cette colonne, c'est 66 000, donc la moyenne est de 66,089, ce qui est correct, ok? Nous pouvons encore aller plus loin. Ce que je ferai, je vais connaître le minimum et le maximum. Je vais appliquer la méthode min. J'ai fait Shift Entrée, le minimum est de 0. On va faire également pour le maximum. Je vais faire max, Shift Entrée. Attendez, il y a un petit souci, je n'ai pas mis les parenthèses. Vous voyez, si vous ne mettez pas les parenthèses, ça vous affiche le moyenne de toutes. Donc, j'ai fait ça. Vous avez vu, le maximum est de 100. OK? Ainsi de suite. Une autre méthode que nous pouvons utiliser, supposons que nous avons cette colonne. D'accord? Cette colonne qui est là, de Race Ethnicity. J'aimerais savoir dans cette colonne ici, les groupes B se répètent combien de fois, ok? Groupe B s'est répété. Alors, je vais copier cette colonne. Permettez-moi d'être un peu paresseux. Je vais copier ça comme ça. Je viens avec cette colonne ici. D'accord? Je fais CTRL V et puis je copie ça. Je vais utiliser la méthode value count. Cette méthode va me compter les éléments qui sont là. Par exemple, je vais dire groupe BC, ça se répète combien de fois. Et du coup, je vais faire value count comme ça. Value count. Attention, il y a un S à la fin, à ne pas oublier, sinon ça va vous donner l'erreur. Value count, j'ai fait Shift Entrée. Vous voyez ce que ça me donne? Du coup, j'étais en train de chercher de savoir groupe B, ça se répète combien de fois. Groupe B, ça se répète 190 fois dans la colonne Race Ethnicity. Donc, ainsi de suite pour les autres. Groupe C, c'est 319 fois. Groupe D, c'est 262. Vous voyez? Là, nous sommes en train d'analyser nos données. OK? Vous voyez que vous n'avez vraiment pas besoin d'être trop fort en mathématiques ou en statistiques. Donc, lorsque vous maîtrisez les méthodes des Pandas, vous êtes extrêmement balèze. OK? Nous allons faire autre manipulation.
Je pourrais carrément appliquer cette méthode value count sur les genders ici, d'accord, ici, sur cette colonne. Donc, j'aimerais voir pour les femmes et les hommes qui se répètent beaucoup plus, ok. Ce que je ferai, je vais faire gender comme ça, je fais value count comme ça, ok, je fais shift entrée. Là, ça me donne ces résultats. Donc, on peut voir que pour female, c'est 518. Pour male, c'est 482. D'accord? Et si vous voulez l'afficher en pourcentage, il y a ces paramètres normalize que vous pouvez utiliser. Normalize égale true. D'accord? Ça va l'afficher en pourcentage. OK? Parce que c'est les femmes et les hommes, c'est mieux de les afficher comme ça. Bon, je préfère avoir un nombre qui est absolu. Donc, j'enlève le normalize égale true, je laisse ça comme ça. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons faire avec les value count méthodes. C'est très, très important. Vous voyez? Donc, là, on est en train d'analyser déjà les données et c'est vraiment peinard. D'accord? On poursuit. Une autre méthode qui est extrêmement puissante, c'est la méthode des group by. Cette méthode, elle est en train de faire l'analyse plus en profondeur, ok? Je vais vous montrer, vous allez voir que c'est très puissant et ça vous permet de faire l'analyse de deux colonnes au même moment. Et ici, vous voyez que c'est tellement pratique, c'est tellement facile à faire. Par exemple, je vais savoir ici, entre les hommes et les femmes, qui ont plus obtenu de points en mathématiques. D'accord? En mathématiques. Je vais prendre cette colonne et cette colonne. C'est les deux colonnes qui vont beaucoup plus m'intéresser. Et pour faire cela, nous allons utiliser la méthode de group by. C'est une méthode au début qui est un peu compliquée si vous n'avez pas encore maîtrisé. Mais une fois que vous maîtrisez ça, vous allez voir, c'est très, très facile et très pratique. D'accord? Donc, je prends gender ici. Je prends gender, je mets dans le parenthèse et l'autre colonne, je mettrai ça dans une liste. Pourquoi? Parce que il y a moyen de multiplier des colonnes. Vous pouvez ajouter plusieurs colonnes et nous allons voir ça. Pour le moment, nous allons mettre seulement match score. OK? Match score comme ça. Et nous allons faire la somme pour connaître qui des hommes et des femmes ont obtenu plus de points. OK? Je fais shift entrée comme ça. Là, vous voyez, nous sommes en train de faire l'analyse et c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de maîtriser le méthode, ok? Et comme je vous ai dit, le seul secret pour aller vite, c'est de lire la documentation des pandas, d'accord? Alors, ici, on vient de voir que c'est les hommes qui ont eu beaucoup plus de points, c'est 33 127. Pour les femmes, c'est 32 962, ok? Donc, nous sommes en train plus de voir. Vous pouvez même utiliser la méthode min ici pour voir la moyenne. C'est pratique, vous voyez la moyenne. Les hommes ont eu 68%, les femmes c'est 63%. Ok? Donc on est en train plus de découvrir des choses, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur l'analyse des données avec ces méthodes que je vous ai partagées. Une fois que vous les maîtrisez, vous serez un peu à l'aise dans l'analyse de données avec ça. Dans cette partie de cette vidéo, nous allons voir comment installer la librairie de Python qui est Matplotlib. Cette librairie nous permet de tracer des courbes, de tracer des graphiques et plein de trucs, d'accord? Pour ce faire, nous pouvons l'installer à partir de Jupyter ou à partir de notre terminal, d'accord? Ça va toujours passer. Alors, si vous voulez l'installer à partir de Jupyter, vous allez effectuer cette manœuvre. Donc, on va faire point d'exclamation comme ça. À ne pas oublier, vous faites pip install comme ça. Pip install matplotlib. D'accord? C'est une librairie supplémentaire
avec laquelle nous allons continuer à tracer les graphiques. OK? Donc là, je viens d'installer, je vais installer ma librairie. D'accord? Vous pouvez toutefois remonter tout en haut ici. Pour l'installer tout en haut ici, c'est possible. À partir d'ici, vous venez ici. Vous voyez, juste ici, vous ajoutez une nouvelle cellule et vous l'installez à partir d'ici. C'est possible de faire ça, il n'y aura pas de problème. OK, ça va toujours passer. Pip install matplotlib comme ça, d'accord? C'est toujours la même chose, ça va passer. Alors, moi, je préfère l'installer à partir d'en haut comme ça. Donc, j'ai fait Shift Entrée. Alors, pour moi, comme je l'ai déjà installé, vous allez voir, vous voyez, comme je l'ai déjà installé, on me dit ici, Requirement already satisfied, vous voyez, c'est-à-dire, moi, je l'ai déjà installé pour vous, ça va juste un tout petit peu traîner. Alors, une fois que ça charge, ça compte sur l'astérisque, une fois que ça montre un nombre, ce qui fait que c'est bon, d'accord? Donc là, j'ai déjà installé ma librairie et je vais l'appeler, d'accord? Ici, plutôt, je vais importer ma librairie. Je viens effacer là où j'avais écrit en premier. Je vais faire import, ok? Import matplotlib, point, ok? Attention, point, pyplot, ok? Pyplot is plt, c'est l'alias des matplotlib. Donc là, on va l'importer. J'ai fait Shift Entrée. C'est en train de charger ici. Dès qu'il y a un nombre, voilà, nous avons un nombre ici, c'est que c'est bien chargé. D'accord? On vient d'installer la librairie matplotlib pour tracer les courbes et les graphiques. Dans la partie de cette vidéo, nous allons voir comment visualiser nos données, tracer des graphiques ainsi que des courbes. Alors, pour ce faire, j'ai continué sur le même notebook que j'avais créé, là où on venait de faire l'analyse des données, ok? Et là où on venait également d'installer notre bibliothèque matplotlib pour tracer les données. Je voulais aussi préciser quelque chose. Normalement, cette bibliothèque vient directement avec Pandas, ok? Car cette bibliothèque est packagée en Pandas ici. Une fois que vous installez Pandas, matplotlib également est à l'intérieur, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de l'installer encore pour l'utiliser. Alors, dans mon cas, j'ai voulu vous montrer comment il faut l'installer au cas où vous voulez l'installer. Comme je vous ai montré ici, comment l'installer. Alors, pour ce faire, nous allons procéder à la visualisation de nos données, ok? Je préfère qu'on puisse d'abord avoir une vue de notre dataset. Du coup, je vais faire ça. Nous allons voir nos données qui sont là. Alors, j'aimerais faire une analyse pour voir les parental education ici, qui sont ceux qui ont beaucoup plus de points en mathématiques. D'accord? Et nous allons visualiser les résultats de ces derniers. Je vais copier ça. D'accord? Et je vais utiliser la méthode group by. OK? Oh là là. Group by. OK? Je mets ma parenthèse là. Et puis, je vais l'utiliser sur mathscore comme colonne. Et je vais faire la somme de ces derniers. J'ai fait Shift Entrée. Shift Entrée. Oh là là. Colonne math not found. Oh là là, j'ai écrit math tout court. C'est ça l'erreur que ça me donne. Normalement, c'est math score. Vous devez en tout cas être attentif lorsque vous faites ça. D'accord? Là, nous venons de faire l'analyse de la colonne Parental Level of Education et nous l'avons confronté avec les scores de mathématiques. Et on peut voir que les Associate Degrees, ils ont le point 15 000, tout. Alors, pour ce faire, on peut tracer notre graphique, d'accord, de ces derniers. Je vais copier tout ça. Je viens avec ici.
Pour tracer les graphiques, on va utiliser la méthode plot. D'accord? Je vais faire plot comme ça. Je fais plot. D'accord? Je fais Shift Entrée. Là, nous avons le courbe. D'accord? Notre courbe qui s'est affiché là. Du coup, on peut voir que c'est un peu pas clair. C'est un peu pas tellement clair. Et ce qu'il faudrait faire, je vais juste un tout petit peu réduire comme ça. J'ai réduit comme ça. Et je vais augmenter la taille de mon affichage ici. Ce que je vais faire, il y a une méthode qu'on utilise, fig size comme ça. Fig size. Fig size comme ça. Et je vais mettre ça. Je vais mettre ça dans le parenthèse, désolé, comme ça. Je vais dire par exemple 20. Ok. 20 sur 10. Je ferme. Je fais Shift Entrée. Là, vous voyez, ça s'est agrandi. On peut quand même voir bien notre graphique. Ok. Vous voyez comment ça s'est agrandi ici. On peut quand même avoir une vue d'ensemble. Donc ici, j'ai pris la colonne Parental of Education et Math Score. Et j'ai utilisé la méthode plot. Et en utilisant la méthode plot, comme c'était pas visible, j'ai augmenté la taille de mon affichage des résultats. Attention, ici c'est en pouces. Si vous mettez des nombres trop gros là, ça sera encore plus gros. C'est en pouces, du coup il ne faut pas mettre ça en pixels. Ok? Et ce que nous pouvons voir ici, c'est que les Sam collègues, ils étaient en tout cas au-dessus, suivi des Associate Degrees, et nous avons les Bachelor Degrees, ainsi de suite. Ok? Nous pouvons tout de même tracer ça sous forme de barres. Du coup, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre quand même les Race Ethnicity ici. Race Ethnicity. J'ai fait CTRL, je copie ça. Je vais un tout petit peu agrandir afin que vous puissiez voir. Alors, ce que je vais faire, je prends Group By, cette méthode qui me permet de bien tracer toutes les données plutôt. Et je vais confronter ça au reading. Oh, désolé, je vais dire reading score. Reading score comme ça. Et je ferai quand même la somme de ces derniers. Alors, pour ce faire ici, je vais utiliser la méthode plot de Matplotlib. Après cette méthode, je vais aussi utiliser une autre méthode par la suite qui va me permettre de tracer le bar. D'accord? Je vais faire plot comme ça. Je fais plot. Je vais bar comme ça. Bar. Et color. Je peux dire color. Oh là là. Color égale cyan comme ça, qui sera la couleur de mes barres. Je fais Shift Entrée pour voir ce que ça va donner. Du coup, on peut voir que j'ai affiché le données par la forme des barres, comme vous pouvez voir ici. Et ça, ce n'est pas vraiment assez visible. Ce que je vais faire, je vais un peu mettre ça, je vais mettre la rotation. Il y a un paramètre pour faire ce que ça soit comme ça. Je fais Shift Entrée et ça devient normal en horizontal comme ça. Ok, je viens d'utiliser
le paramètre rotation rot que je viens de mettre ici. Et la couleur, j'ai mis c'est cyan. Ok, ici, vous pouvez mettre la couleur en black, comme vous voulez. Je viens de dire black, vous voyez, c'est un noir. Vous pouvez mettre blue, comme vous voulez. Vous voyez, c'est à vous de voir. Je fais Shift Entrée. Vous pouvez tout de même mettre yellow. Yellow, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre red, toutes les couleurs possibles. Pour dire rouge, ok. Moi, je laisse ça en cyan, comme ça. Je fais Shift Entrée. Ok, ça c'est une autre façon de tracer les graphiques. Alors, il y a l'autre façon de faire avec la méthode de l'affichage des camemberts, ok, le pie chart. Donc, je vais faire ça. Ça sera, je vais appliquer ça sur l'agenda ici. Je vais copier ça et venir, je vais l'appliquer sur le writing score, ok. Je viens avec ça ici, je fais df.groupby, et je mets gender. On est en train de faire l'affichage de nos données. Je mets gender là-bas. Et puis, je prends writing score comme ça. Writing score. Et je vais faire la somme de ça. Alors, je vais utiliser la méthode plot. Et cette fois-ci, je mets sous forme de pie. Comme ça. Et je vais faire Shift Entrée. Vous voyez comment ça s'affiche. C'est extrêmement beau. Donc ici, on peut voir que les femelles a beaucoup plus des scores que les mâles. Ok. Et pour ce faire, je vais ajouter le paramètre legend. Je vais dire legend equal true. Legend equal true. Shift Entrée. Et on me montre ça ici. On est d'accord. Donc voilà, c'est un peu ça pour notre formation. Donc voilà, c'était un peu ça pour les basiques de la data science que l'on a pu voir avec le langage Python. On a su voir beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu. Si cela était un plaisir pour vous, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater d'autres publications à venir. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons prochainement. Peace.